Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons parler de caricature et avec un peu d'autodérision. Vous constatez qu'une caricature permet d'en apprendre plus sur l'individu caricaturé. Que voit-on ici? Des cheveux poivre et sel, peut-être, des habits noirs, une chaîne en or qui brille et des lunettes devant peut-être un regard sévère. Cette caricature qui me représente définit mieux encore un individu si elle est multiple. En effet, quand on regarde une autre caricature, voire évidemment celle-ci que vous connaissez, eh bien, vous constatez et vous pouvez définir une caricature. Une caricature est un portrait qui amplifie certains traits caractéristiques d'un sujet. Alors souvent, évidemment, le but est satirique, voire comique. Ici, vous voyez que je ne suis pas ridicule. On m'a représenté certes un peu ventripotent, mais l'auteur s'est voulu complaisant. Or, une caricature n'est pas nécessairement centrée sur des caractéristiques physiques. Elle peut être également sociale, morale, psychologique, comme nous allons le constater. Elle peut montrer des états d'âme, voire dévoiler des habitudes, des vilaines manies. Alors la caricature au XIXe siècle est très appréciée par la presse, comme aujourd'hui. Et à travers la moquerie, eh bien, on aime diffuser finalement un message. Ici, la couronne de travers montre bien peut-être que gouverner la Belgique n'est pas si évident. Les caricatures politiques, on a parlé évidemment du dessin de presse, qui était un dessin engagé et qui reflétait bien sûr l'opinion de l'auteur de la caricature. Or, ce n'est pas le propos ici, et je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons dit sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression. Or, aujourd'hui, nous allons nous attacher à la vision des écrivains du XIXe siècle dans la presse. Le XIXe siècle particulièrement aimait la caricature, car la presse devient abondante. C'est l'essor de la presse écrite que ce XIXe siècle. Or, ici, on va s'intéresser particulièrement au XIXe siècle, qui présente souvent des caricatures. La presse devient très importante pour cette époque-là, que ce soit au début du XIXe siècle avec Napoléon Ier, ou son successeur que ce soit pour caricaturer Napoléon Ier, Louis-Philippe Ier bien plus tard, ou Napoléon III, son successeur. Or, ici, nous allons nous attacher plutôt à la vision des écrivains du XIXe siècle dans cette presse pour mieux saisir les caractéristiques types de chaque auteur. Commençons rapidement avec Stendhal. Vous le voyez, la caricature est plutôt physique, l'accent est mis sur cette drôle de barbiche. Quand on regarde plusieurs caricatures, cela devient flagrant. Et si on compare avec un portrait officiel de l'auteur, on s'aperçoit finalement que les 4 autres caricatures sont bien centrées sur le physique, cette drôle de barbichette, cette bouche pincée et ses yeux assez noirs. La ressemblance est évidente, mais on peut aussi s'intéresser à travers le fascicule qu'il tient en main à cet accent qui est mis sur l'Italie. Stendhal est connu effectivement pour avoir tant aimé et visité, non seulement en tant que soldat, mais aussi lors des campagnes napoléoniennes qu'il a vécues, mais aussi en tant qu'écrivain, puisqu'il est retourné plusieurs fois en Italie, notamment à Florence, bien sûr, où il a été véritablement submergé d'émotions devant l'architecture locale, à tel point qu'on parle dans ce cadre aussi du syndrome de Stendhal, du syndrome de Florence. Mais nous allons nous intéresser à quelques autres grands auteurs et en passer quelques-uns. Ainsi, nous allons passer ces 4 grands auteurs du XIXe siècle, que sont, vous les avez reconnus, Prosper Mérimée,
Ici, vous avez Eugène Sue, hein, qui a écrit Les Mystères de Paris. Une femme écrivain qui porte le joli prénom de George Sand. Il est évident que c'est un pseudonyme. Et enfin, Alphonse Daudet, vous connaissez, ici par André Gide, qui a peint, écrit Les Lettres de mon moulin. Alors, engageons tout de suite les hostilités. C'est difficile de reconnaître cet écrivain du 19e siècle. L'accent est mis sur quoi? C'est cela qu'il faut observer. Et bien, très clairement, ici, l'accent est mis sur le côté intellectuel du bonhomme. Une tête très importante, une grosse tête, un front large. Et il s'agit de Victor Hugo. Très fréquemment, Victor Hugo est représenté avec ce front large en tant qu'écrivain. On le voit ici sur une pile de livres, ou ici la plume à la main avec des éléments architecturaux qui ne sont pas sans rappeler, bien sûr, ses propres romans. Alors, le voici beaucoup plus âgé, mais on retrouve les caractéristiques de l'écrivain. La plume, les livres, la grosse tête. La caricature est donc non seulement physique, mais également sociale. Regardez ici, avec Jules Verne, la caricature va mêler à l'intérieur du dessin non seulement des caractéristiques physiques, mais également des caractéristiques de son œuvre. Ainsi, on retrouve 20 000 lieues sur les mers dans cette caricature, où, ici, bien sûr, l'écrivain, avec la plume qui transperce la terre, clin d'œil évident autour du monde en 80 jours. Essayez justement de faire l'exercice et retrouver sur cette caricature un maximum d'ouvrages de l'auteur. Je vous laisse 3 secondes. Et nous passons à une autre caricature, plus intéressante peut-être. Cet auteur, bien sûr, on le reconnaît à travers son costume. Très fréquemment, un écrivain est référencé dans ses caricatures par rapport à un personnage très célèbre ou un roman très célèbre. Ici, vous reconnaissez un mousquetaire. Il s'agit donc d'Alexandre Dumas, qui est caricaturé ici par André Gide, un caricaturiste célèbre. Vous aurez remarqué que je l'ai cité plusieurs fois. La caricature date de 1866 et vous voyez la signature de Dumas qui accepte cette caricature en disant que finalement c'était le portrait le plus ressemblant qu'il avait vu de lui. Alexandre Dumas, ici vous voyez son fils, Alexandre Dumas fils, qui lui ressemble un petit peu, mais Alexandre Dumas était souvent caricaturé par rapport à ses personnages. Ainsi, le comte de Monte Cristo, ici, eh bien, on le voit comme un troubadour à travers ce coup de crayon, une lithographie ici au crayon de maillis, un dessin de maillis. Ainsi, Alexandre Dumas, ici, est encore gentil, gentiment croqué. Parfois, l'auteur était plus désagréablement représenté. Ainsi, on le représente en enfant gâté, ici dans le journal Le Hanneton, en 1867, et bien plus tard, les nouvelles bouillabaisse dramatiques de Monsieur Dumas sont, à l'évidence ici, représentées avec moins d'amabilité. On se souvient bien sûr, ici c'est Cham qui le représente, mais on se souvient que Alexandre Dumas est le fils du général Dumas, qui lui-même est le fils d'un gentilhomme français et d'une esclave noire. Donc Alexandre Dumas a du sang noir et on n'est pas sans le rappeler de manière un peu excessive ici, comme ici, où on le représente, Cham toujours, qui le représente comme une vieille nourrice qui tient 2 enfants dans les mains, qui sont ces 2 dernières pièces de théâtre qui n'auront pas beaucoup de succès pareil. On le voit
la caricature sert souvent de critique de l'auteur, critique gentille ou méchante. Alors le réalisme particulièrement va être caricaturé. Ici par exemple le chef de file du réalisme, Gustave Flaubert, on le reconnaît bien sûr avec ses longues moustaches. Vous voyez qu'il est au chevet comme cela d'une femme dont on voit les pieds. Eh bien, typiquement, on représente ici Gustave Flaubert, l'allusion probablement à Madame Bovary, dont il vient d'extirper le cœur. Eh bien, on le représente en médecin légiste, comme ça, qui s'apprête à ausculter, disséquer le corps humain. Très souvent, cette vision du réalisme est mise en avant. L'auscultation des organes, des tripes. Parce que les réalistes se lancent tous, souvenez-vous, dans le défi d'ouvrir la société, d'ouvrir le corps humain pour regarder comment il fonctionne en particulier. Pour regarder comment les sentiments, pour regarder pourquoi les sentiments. C'est l'image, bien sûr, très fréquente du réalisme. Mais une autre image que vous voyez ici est fréquente, c'est le réalisme sale. Il s'agit d'un autre auteur, Champfleury, qui est croqué ici de nouveau par André Gide, qui montre l'auteur sortir d'un bain de pied, dont la cruche mentionne le nom de réalisme. Le réalisme, eh bien oui, c'est remuer la saleté, c'est associé à la bouge, à la fange, à la merde. Eh bien, il en sera de même pour Zola, comme on va le voir ensemble. Zola, mais avant, parlons de son prédécesseur. Ici, une caricature d'Honoré Daumier, dont on a parlé évidemment dans le cadre des peintures réalistes. Et Honoré Daumier, ici, qui connaissait Balzac, il se fréquentait, il s'appréciait, le représente précisément en tant que créateur, avec une multitude de personnages à ses pieds. Il faut bien se souvenir que Balzac a créé comme cela entre 4 et 6 000 personnages pour son entreprise de la comédie humaine. On le représente ici en tant que créateur. Presque un dieu tout-puissant, mais qui a créé son propre univers, comme on le voit à travers cette planète. Caricature semblable de Gustave Doré, grand caricaturiste du 19e siècle, ici en 1832. C'est une gravure sur bois qui montre beaucoup de choses intéressantes, et notamment le côté entomologue, comme on repère sur la série d'insectes accrochés par des comment on appelle ça, punaises, accrochés par des punaises. Une autre caricature, par exemple, de Gustave Doré en 1832, un grand caricaturiste du 19e, qui produit ici une gravure sur bois assez célèbre où on retrouve Balzac. Balzac le dandy, Balzac et ses vêtements un peu excentriques, comme il est au-dessus avec une canne de prix, mais aussi Balzac qui étudie, qui observe à la loupe la société. Ici, il est comparé bien sûr à un entomologue qui collectionne les insectes, mais vous voyez des ouvrages aussi de dissection qui sont ouverts presque devant lui. Balzac a bien sûr une sorte de disciple en la personne de Zola, et c'est ce que nous allons étudier à travers beaucoup de caricatures de Zola. Ça va être votre travail à vous particulièrement, et notamment nous sommes partis, souvenez-vous, de cette caricature de Zola, qui lui aussi inspecte, scrute la société, se place en tant qu'observateur, en tant qu'expérimentateur, en plaçant un personnage étranger dans un milieu social défini et en observant finalement comment il va évoluer. C'est une grande caractéristique du naturalisme. Petit jeu pour vous. Voici un auteur du XXe siècle qui, en 2000, Charles Villoutrex, représente deux grands auteurs du XIXe. Eh bien voilà, envoyez-moi la réponse. Qui sont ces deux personnages?
Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à m'envoyer aussi une caricature, ça fait toujours plaisir. Euh, Même si la critique est méchante, on l'accepte. À bientôt!